une éducation adaptée aux défis sociaux actuels. Pas d'élection en 2016 si l'on tient à la révision du fichier électoral, une opération qui demande de l'expertise. Le président de la CENI l'a déclaré lors d'une matinée politique axée sur l'état des lieux du processus électoral. La Commission électorale nationale indépendante vient de dissiper le doute. Pas d'élection en 2016 si l'on tient à voir le fichier électoral révisé. La CENI l'a déclaré au cours d'une rencontre avec les représentants des partis politiques. Il était également question de cette réunion, d'échanger autour du calendrier des élections et des gouverneurs des 21 nouvelles provinces. Y aura-t-il élection en République démocratique du Congo dans le délai constitutionnel? Une question que se pose plus d'un en cette année dite électorale. Pour la Commission électorale nationale indépendante, des élections dans le délai constitutionnel sont possibles qu'avec le fichier électoral de 2011. Un fichier truffé nécessitant une révision. Alors que s'il faut un nouveau fichier, la centrale électorale projette cette révision sur 16 mois. En clair, techniquement, c'est impossible d'organiser ces élections en 2016. Si vous voulez les délais constitutionnels, qu'on organise l'élection en novembre 2016, nous avons donné un schéma. Vous voulez me dire quel est le schéma? Comment peut-on organiser ces élections? Le schéma est clair. Accepter qu'on organise ces élections avec les fichiers de 2011. On va mettre de côté la question de révision, on organisera ces élections. Est-ce que tous les acteurs sont d'accord? Ceux qui avaient dit la question des nouveaux majeurs, sont-ils prêts à dire qu'on peut aller sans les nouveaux majeurs? On ne peut pas envisager d'organiser les élections en 2016 sans insérer les nouveaux majeurs, sans traiter la question du fichier qui est un vrai problème. C'est là où ça nous amène la leçon. Une annonce faite jeudi et qui divise la classe politique. L'opposition qui tient au respect du délai constitutionnel accuse la CENI de jouer le jeu du pouvoir en place. Ce que nous craignons, que si jamais il n'y a pas élection présidentielle en 2016, je ne vois pas ce que sera l'État congolais. C'est très dangereux pour nous. Se rencontrer maintenant vaut vraiment la peine dès lors que tous les périmètres sont vraiment au rouge. Pourquoi ne pas le faire depuis 2011? Parce que le processus devait être commencé ou entamé depuis l'année 2011. Nous sommes vraiment très largement hors délai de ce processus. Mais voilà, ce sont les conclusions d'aujourd'hui. Nous avons constaté que la CENI n'a pas de portion magique à faire avaler aux partis politiques. Elle subit la pression politique. La majorité au pouvoir et ses alliés qualifient de réaliste la position de la CENI et réitère son appel au dialogue pour lever certaines options. La CENI a du pain sur la planche. Et vous savez même que sur le plan financier, tout n'est pas vraiment au point pour que nous puissions aller de l'avant. Et c'est pourquoi nous avons toujours soutenu que les dialogues se tiennent le plus rapidement possible pour dédouaner la CENI et pour que la CENI puisse élaborer le programme conformément à ce qui sera décidé pour que aussi nous puissions épargner notre pays de beaucoup d'autres problèmes qui peuvent nous surprendre. Les experts en matière électorale, quant à eux, disent avoir prévenu en son temps cette stagnation. Tout compte fait, l'année 2016 présente un défi politique de taille qui met les institutions, les acteurs politiques, les leaders d'opinion et la population face à un enjeu qui ne doit pas se dresser en mur de lamentation. Toujours en élection, le gouvernement congolais a procédé à un avis de crédit de la Banque centrale du Congo de 16 740 milliards de francs congolais, équivalent à 18 milliards de dollars américains, comme deuxième tranche du gouvernement pour le financement de différentes étapes du processus électoral. Reportage. Le gouvernement de la République s'est résolument engagé dans la réussite du processus électoral, de la révision du fichier électoral, jusqu'à l'organisation des différents scrutins. Le ministre d'État en charge du budget, le professeur Michel Bongongo, et son collègue des Finances, Henri Yav Moulang,
ont procédé à la remise d'un avis de crédit de la Banque centrale du Congo de 16 milliards 740 millions de francs congolais, équivalent à 18 millions de dollars américains. Et cela comme deuxième tranche du gouvernement pour le financement du processus électoral. Je mets à votre disposition l'avis de crédit qui matérialise le règlement de la deuxième tranche des fonds que le gouvernement met à votre disposition dans le cadre des engagements qu'il aura pris vis-à-vis de votre institution. Cet engagement du gouvernement de la République a été fort salué par la Commission électorale nationale indépendante. Il vous souviendra qu'au mois de décembre, nous avions eu des travaux techniques pour valider le plan de décaissement avec le gouvernement. Fin janvier, le gouvernement avait décaissé l'équivalent de 22 millions de dollars. Et aujourd'hui, nous sommes le 18. Le gouvernement vient de décaisser par un avis de crédit au profit de la CENI l'équivalent de 18 millions de dollars, ce qui fait un total de 40 millions de dollars que nous avons désormais en réserve et qui vont nous permettre de lancer l'opération de la révision du fichier électoral. Il lancera ainsi chaque mois au regard du plan de décaissement pris par le gouvernement de la République avec cette institution d'appui à la démocratie. Autre chose à présent, ça faisait 10 ans hier depuis que l'actuelle constitution de la RDC est entrée en vigueur. Ce texte consacre la RDC comme un État unitaire et fédéral avec Kinshasa comme capitale et 25 provinces. Le pluralisme politique est de mise et la nationalité congolaise exclusive. En 2011, 8 de 229 articles qui constituent ce document ont été révisés. L'Institut congolais de la démocratie, la gouvernance et la paix en Afrique a organisé une matinée de réflexion autour de ces 10 ans. Suivez. Serment de liberté que nous lèguons à notre postérité pour toujours. 10 ans depuis sa publication, le débat reste entier sur la nécessité ou pas de réviser cette loi fondamentale. Sur les 929 articles que compte ce texte, les politiques réduisent le débat sur les articles 70 et 220 portant sur le mandat du chef de l'État et les matières ne pouvant faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Que cette population ait pu intégrer un élément tel que vous suivez Yébela Manda ici, c'est que la population connaît maintenant la quintessence de la Constitution. Par contre, au niveau de nos dirigeants, il y a encore des choses à faire. Doura lex, sed lex. Et c'est cela qui pose problème. C'est plier à la puissance des lois, ce n'est pas facile, mais il faut le faire. C'est ça la magie ou le culte de la loi, et de la loi fondamentale en particulier. Notre Constitution célèbre ces 10 ans d'existence, que les autorités puissent se désengager totalement, comme si la Constitution les énervait. Alors que c'est au moment où la population congolaise a démontré à la face du monde qu'elle a compris que le socle de la République, c'est la Constitution. C'est une Constitution qui nous a permis quand même de vivre dans la quiétude, dans la paix, dans la sérénité, alors que nous étions dans une sécurité juridique, constitutionnelle, je peux le dire. Mais aujourd'hui, avec cette Constitution, voyez-vous que nous sommes en paix. Avis que ne partage pas du tout la majorité présidentielle qui reproche à une frange de l'opposition de la mauvaise interprétation de certaines dispositions de ce texte. Nous avions voulu, ensemble, mettre sur pied en République démocratique du Congo un état de droit démocratique. Nous avions commencé cette marche et c'est pour cela que nous sommes en train de défendre aujourd'hui le respect de la Constitution dans ses fondements mythologiques. Donc aujourd'hui, tout le vœu est que cette Constitution puisse encore faire davantage beaucoup d'années et suivre son cours normal pour que nous puissions consolider un véritable état de droit démocratique dans notre pays. Tous préoccupés par des élections que devra organiser la CENI en cette année, alors que les dispositions, à l'instar de l'article 10 qui consacre l'unicité et l'exclusivité de la nationalité congolaise, qui avait en son temps retenu l'attention de la classe politique, ne fait plus l'objet de débats.
Un autre point positif de ce texte, c'est notamment l'article qui a revu le fait que le président de la République est élu à la majorité simple et non plus à la majorité absolue à 1 ou 2 tours. Pour le secrétaire général du PPRD, ce texte est salué. Toutefois, il ne justifie pas le fait que certains politiques refusent d'entamer le débat sur une quelconque révision. 10 ans après, je crois que le temps est venu pour les Congolais de débattre vraiment. Malheureusement, on est tellement occupé à empêcher aux gens d'aller travailler à travers des tentatives de ville morte, alors que ça pouvait même être l'exercice le meilleur de faire des Congolais de choc entre intellectuels autour de la Constitution. Malheureusement, tout débat aujourd'hui sur la Constitution sera biaisé. Vous avez vu le livre du professeur Bochab. Tout de suite, on n'a pas lu le livre, on a vu l'individu qui l'avait écrit. Donc pourtant, ça pouvait donner lieu à un vrai débat de fond entre spécialistes du droit constitutionnel. Moi, je suis tout heureux de voir que ce processus montre la modernité de nos institutions, de nos pratiques, et nous sommes largement en avance sur plusieurs constitutions africaines, même des constitutions européennes. Quand vous prenez la difficulté à comprendre le système politique anglais avec une constitution éparse, avec des textes épars, sans avoir un seul texte. Vous avez l'habeas corpus, vous avez the right of constitution, the right of beer, de textes épars qui ne font pas vraiment une constitution. Ça paraît qu'une constitution écrite à la manière de la constitution congolaise est une très grande avancée. C'est plus élaboré que la Constitution américaine, par exemple, qui n'a que 7 articles. Et puis, bon, les amendements sont venus en ajouter. On est peut-être au 30e amendement. Mais ce n'est pas suffisant par rapport à la modernité d'envelopper la vie nationale dans un seul texte, une seule référence. Et je crois que si la culture politique atteint le niveau atteint par notre Constitution, je crois qu'on gagnerait énormément en tant que Congolais. Le coordonnateur du Front citoyen 2016 dans la ville de Butembo dresse également un bilan plutôt positif de cette constitution, s'appuyant sur l'organisation des élections présidentielles de 2006 et 2011. Aussi, Jules Kassereka félicite la réunification du pays après les périodes sombres qu'a connues le pays. Cependant, il déplore l'inapplication des articles 36, 43 et 52. Il est au micro de Patrick Kitema. Par exemple, l'article 36 de la Constitution prévoyait que chaque Congolais a le droit au travail, il avait le droit à la rémunération équitable. Aujourd'hui, le chômage, c'est ça l'actualité, c'est la une. À part ça, il y a l'article 43 de la Constitution qui postulait que l'éducation primaire était obligatoire et gratuite à son alinéa 4. Ça, c'est un article qui, 10 ans après, on n'a pas réussi à le mettre en application. Et j'ai fini à parler de l'article 52 qui dit que chaque Congolais a droit à la paix et à la sécurité. Ici, à l'est de la République démocratique du Congo, c'est le calvaire. Les sécurités, ils changent de gravité du jour au jour. Nous sommes passés de la période des rébellions, des périodes de coupures de route, de kidnapping, jusqu'à l'étape culminante d'égorgement de personnes, un événement, un phénomène qui n'a jamais été vécu nulle part ailleurs. Au regard de cela, le Front citoyen a compris que si la population ne s'exprime pas, si la population ne se prend pas en charge, eh bien on va voir la Constitution aller de violation à violation, et finalement nous avons intérêt à sauver ce que nous avons voté au référendum. Mariage et famille en RD Congo, défis et perspectives pastorales, c'est le thème du congrès national de la conférence épiscopale nationale du Congo, inauguré par le cardinal Laurent Moussengo, signé à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Ces assises de 5 jours se poursuivent au centre Nganda à Kintambo. Constantin Tamboué. Réhabiliter la famille dans sa mission comme cellule de base de toute société, c'est le sens de ce congrès national de la conférence épiscopale du Congo ouvert ce jeudi 18 février ici à Kinshasa.
Les délégués religieux et laïcs venus de tous les diocèses et congrégations de l'RDC réfléchissent d'abord sur le mariage dans tous ses aspects en retenant que cette union de l'homme et de la femme est l'acte fondateur de toute famille et de ses valeurs. Ce n'est pas un pur hasard qu'aujourd'hui la famille soit l'objet de beaucoup de débats qui malheureusement ne tournent pas toujours à son avantage. Plusieurs sujets sont développés au cours de ces assises dans le but notamment de situer la place de la famille dans l'Église et le renforcement des liens à travers une éducation chrétienne adaptée aux défis sociaux actuels. Aujourd'hui, en effet, l'Église est appelée à annoncer l'Évangile en affrontant aussi les nouvelles urgences pastorales qui concerne la famille. Le rôle de l'État dans l'évolution de la législation en matière de la promotion des droits de l'enfant figure aussi parmi les thématiques des ateliers. La question liée à la protection des enfants contre tout abus et la limitation ou carrément l'élimination des violences à l'égard de jeunes générations est bonne place dans ces assises. Pour nous chrétiens, la famille est l'église domestique, comme ça a été rappelé par le Concile Vatican II. C'est la toute première communauté chrétienne où les parents initient jour après jour les enfants à la foi et à la vie chrétienne. La finalité pour cette rencontre est de requalifier la vocation missionnaire de la famille comme église domestique et ressource pour la société. L'amélioration de la bonne gouvernance de la RDC sollicite l'implication de tous les acteurs intervenant dans la gestion des finances publiques. La Banque mondiale, par le biais du projet de gouvernance Profit Congo, et les différents partenaires du secteur privé ont échangé hier dans la matinée autour de la question. Une façon pour cette institution de Bretton Woods de s'enquérir des préoccupations de ses partenaires. Reportage Mathim Olobo-Pegui. Cette réunion est une première entre la Banque mondiale et les opérateurs privés intervenant dans le domaine de la gouvernance. Au cœur des échanges, participation de la Banque mondiale dans la bonne gouvernance par le secteur privé, dont la FEC, Copemeco et FENAPEC. 4 projets initiés par ces institutions de Bretton Woods dans le but d'améliorer la bonne gouvernance en RDC ont présenté leurs fonctionnalités à ses partenaires du secteur privé. La FEC et tout le monde du secteur privé. Tout le monde est impacté par rapport au système fiscal. C'est le secteur privé qui paye les impôts, c'est le secteur privé qui paye les taxes, droits et redevances. Donc l'amélioration de la fiscalité est un facteur important, même déclencheur du développement, parce que c'est le secteur privé qui est le créateur des richesses. Nous avons pris bonne note. Le secteur privé apprécie ces efforts, mais il voudrait que la Banque mondiale aille un peu plus loin dans l'appui de certains projets à impact direct. Profit Congo, projet majeur dans l'amélioration de la bonne gouvernance en RDC, a démontré sa ligne dans cet exercice. Question de mettre en exergue l'objectif principal qui est d'améliorer la crédibilité et la transparence dans la gestion des finances publiques. Ces échanges ont permis de mieux cerner les préoccupations du secteur privé par rapport notamment au volet de la fiscalité où le secteur privé estime être un peu lésé et nous avons convenu que la Banque mondiale va poursuivre ses concertations avec le secteur privé dans le cadre donc de sa stratégie d'assistance. Le secteur privé, satisfait de l'engagement de la Banque mondiale dans la gouvernance à travers Profit Congo, a formulé quelques recommandations, notamment la vulgarisation intense de la réforme des finances publiques dans les secteurs privés. Parlons société à présent, la vie reprend peu à peu difficilement et dans des conditions désagréables dans les quartiers qui ont été secoués par les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la capitale au mois de décembre dernier. Maisons inondées, perte de biens immobiliers et même perte en vies humaines. Les Quinois qui avaient été frappés vivent dans l'héritage de cette catastrophe. Cas du quartier Ndanou à Limete, vous allez le voir, ses habitants vivent dans des conditions difficiles. C'est le grand format du journal. Après les inondations de décembre dernier à Ndanou 1, un quartier de la commune de Limete, l'atmosphère est depuis très morose.
La cohabitation des eaux stagnantes avec des immondices et l'inaccessibilité de certaines avenues sont à la base de plusieurs problèmes. Les premières victimes sont les enfants. Ces inondations ont causé des dégâts graves. Nous avons appris que les autorités sont venues s'enquérir de la situation. Mais rien n'est fait jusque-là. L'accès à l'école est devenu difficile car toutes les écoles du coin étaient inondées. Quand il commence à pleuvoir, je m'inquiète et je suis traumatisé à cause de ce qui s'était passé. Je garde encore ces mauvais souvenirs. J'invite ainsi d'autres enfants à parler comme moi afin qu'on nous trouve la solution. En arrivant dans ces quartiers, la première chose qui vous accueille, c'est l'odeur nauséabonde qui se dégage de ces lacs artificiels. Les poubelles par-ci, les sachets et les matières fécales par-là, ce sont là les quotidiens des enfants d'Indanou 1, qui d'ailleurs ont transformé cette crasse à un terrain de jeu. Les parents, eux, ne savent plus à quel sens se vouer. Ces inondations ont perturbé la scolarité de leurs enfants, comme le témoigne cette mère de famille qui a voulu rester anonyme car ses collègues ne savent pas qu'elle habite ces quartiers inondés. À chaque fois qu'il pleut, les enfants sont incapables d'atteindre leurs établissements scolaires. Quant aux documents laissés par les enseignants, ils sont détruits par les eaux des pluies. Nous demandons ainsi aux autorités de nous venir en aide. Ces eaux stagnantes sont aussi à l'origine de certaines maladies hydriques, notamment la diarrhée, les maladies respiratoires. Quant au paludisme, est quasi chronique en Danou 1. Jolie, mère de 7 enfants, vit cette réalité au quotidien. Pendant les inondations, nous avons sérieusement souffert avec les enfants. Nos biens ont été également détruits. Nous attrapons des maladies telles que le paludisme et les infections. Nous ne consommons que le paracétamol et que de l'arène pour nous soulager car nous n'avons pas d'argent pour les soins appropriés. Une situation qui va à l'encontre de l'article 44 de la loi portant protection de l'enfant en RDC qui stipule, je cite, « Tout enfant a droit à un environnement sain », ce qui n'est pas le cas pour les enfants d'Indanou 1. Face à cette catastrophe, et en attendant l'aide des autorités de la ville-province de Kinshasa, les relais communautaires sensibilisent la population pour l'autoprise en charge. Les relais communautaires, nous sommes les ponts entre la zone de santé et la population du quartier. Nous sommes là juste pour sensibiliser. Nous sensibilisons les ménages de porte à porte pour les informer par rapport d'abord aux risques qui peuvent arriver pendant ou bien après les inondations. Parce que quand il y a inondation, ça laisse des abris dans des maisons. Il y a l'humidité qui peut causer des maladies. C'est pourquoi nous demandons à la population de bien d'abord entretenir l'air milieu, l'air parcelle, bien entretenir l'air toilette et puis d'utiliser des eaux qui sont bouillantes, donc des eaux bouillantes. Il doit bouillir d'abord de l'eau avant de la consommer. Quoique sous les eaux, un mois après le début des inondations à Kinshasa, Danou 1 et ses habitants gardent l'espoir d'un monde meilleur. En sport, le tout-puissant Mazembe affronte l'étoile du Sahel de Sousse de la Tunisie en Supercoupe de la Confédération africaine de football. Le match va se jouer au stade TP Mazembe de Kamaloundou à Lubumbashi. Les corbeaux de la ville que préfèrent vont tenter demain d'accrocher une 3e étoile après celle remportée en 2009 contre le stade malien et en 2010 contre FUS de Rabat. Culture, ceux des années 60, 70, 80 l'ont connu et peut-être même côtoyé. Par contre, ceux des années d'après 1990 jusqu'à ce jour l'ont connu de par son héritage musical. Il s'agit de la chanteuse Abeti Masikini. Sa voix, ses textes l'ont propulsée sur la scène internationale et aujourd'hui, son parcours est retracé à travers un film documentaire dont la projection a eu lieu mercredi au Centre Wallonie-Bruxelles. L'essentiel de la vie professionnelle d'une femme, une mère, une épouse, un artiste relaté à travers ce film.
Abeti Masikini, le combat d'une femme, un outil didactique, support qui est gai, avec enfants, un message pointu. L'histoire d'une femme qui a imprimé le rythme à la musique congolaise féminine. La révolutionnaire de son époque mérite l'attention particulière. C'est ce que le public venu nombreux au Centre Wallonie-Bruxelles a témoigné lors de la grande première de la projection de ce film documentaire à Kinshasa. Chez le public, les sentiments s'entremêlent. Moi, je suis tout à fait impressionnée parce que je trouve que ce film documentaire m'a permis de découvrir cette grande star internationale, mais vraiment sous un autre regard, sous une autre optique. J'ai appris énormément. Je n'avais jamais su, par exemple, qu'elle a eu son père qui était gouverneur de la ville de Kisangani et que son père est mort le même jour, pour ne pas dire en même temps que Lumumba. C'est quelque chose qui m'a réellement impressionnée. Je ne savais pas, par exemple, qu'une chanson qui parlait des femmes intitulée Bisso Bassi avait été censurée, alors que justement, elle parlait pour le combat, pour pouvoir valoriser la femme congolaise. Je crois qu'on devrait davantage, à la hauteur de ce qu'Abeti a apporté à notre pays, à l'embellie de la RDC au niveau culturel, je pense qu'on devrait réhabiliter la mémoire un peu plus, qu'on devrait faire en sorte que les nouvelles générations qui arrivent puissent mieux la connaître, mieux la découvrir. Et je salue vraiment le travail de Laura Koutika et je trouve que c'est vraiment merveilleux ce qu'elle a fait. Voilà. Le travail de la réalisatrice Laura Koutika a trouvé du répondant chez les techniciens du Congo. Réalisateurs, cinéastes et autres critiques ont suivi d'un œil averti ce travail. Ils sont unanimes quant à la conclusion. C'est un bon film qui a été bien raconté et on a trouvé les personnages qu'il fallait pour illustrer la vie de cette star Abeti Masikini. Mais c'est un film vraiment qui montre à quel point la réalisatrice est allée plus loin en cherchant à avoir toutes les informations qu'il fallait sur Abeti Masikini. Et c'est un film réussi. La projection de ce film documentaire de 52 minutes, Abeti Masikini, le combat d'une femme, a eu le mérite d'informer, mais aussi de rappeler cette personnalité que fut la diva Abeti. Un pari gagné pour Laura Koutika, absente à cette projection. Les échanges, tout comme les commentaires, étaient sous tes lèvres et ont retenu un peu plus longtemps les publics. La révisitation d'Abeti Masikini l'immortalise davantage. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés au 341 sur le bouquet Canal 7.